Alors, je pense que Denis Hers a raison, il faut dire d'où on parle. Donc, comme je vous l'ai mis, je suis médecin de famille. Et pourquoi un médecin de famille? Pour vous parler de la consommation contrôlée, finalement, de la réduction des risques. Parce que mon ami et collègue Philippe de Timary a l'habitude de dire qu'il compte sur les doigts de la main les psychiatres qui s'occupent d'alcoolodépendance. Il n'y en a donc pas beaucoup. Or, les patients sont très nombreux. On compte autour de 250 000 patients dépendants en Belgique. Et donc forcément, les médecins de famille vont avoir un rôle important à jouer. En tant qu'alcoologue, je ne travaille pas seul. C'est aussi le regard que je porte sur la problématique. Je travaille avec une équipe, un réseau qui est plus ou moins formel, mais en tout cas constitué, on va dire, d'une garde rapprochée, une psychothérapeute qui est dans la salle d'ailleurs, Isabelle Poreille, qui a un certificat d'alcoolologie, Alice Rinquet qui est une neuropsychologue, et vous venez de comprendre pourquoi il y a une neuropsychologue dans l'équipe, c'est drôlement important. Elle est aussi alcoologue, et enfin un psychiatre, Philippe Van Steenkist, qui lui aussi fait le certificat d'alcoolologie. Donc nous avons autour des patients, dans une consultation de première ligne de soins primaires, et le mot première ligne, ça veut dire qu'on est en contact direct avec le patient et qu'il n'y a pas derrière toute une institution pour s'en occuper. Je pense que cette équipe est importante. Alors la question qui m'a été posée, c'est quels sont les facteurs cliniques pronostiques favorables de la réussite d'un plan de soins de consommation contrôlée chez nos patients, notamment ceux en zone grise dans leur mésusage. Je parlerai des objectifs. Si on fait une consommation contrôlée, pratiquement, c'est bien de le dire, mais avec quel objectif? Pour qui? Quels sont les patients? Est-ce que simplement on demande aux gens ce qu'ils préfèrent faire? Alors je peux vous parler de l'expérience que j'ai dans la consultation d'alcoolologie. Les 4/5 des gens disent moi je veux boire comme tout le monde. Donc pour qui? Comment est-ce qu'on va orienter les gens? Je pense que c'est la compétence professionnelle du médecin d'orienter aussi le choix du patient. Comment on va le faire en pratique? Et finalement, par qui? Alors au niveau des objectifs, j'ai d'abord voulu vous remontrer ce que c'est une unité d'alcool pour ceux qui ne seraient pas familiers avec ça. Une unité d'alcool, c'est 10 grammes d'alcool pur, et un verre, normalement servi au bistrot, est égal à tout autre verre, normalement servi dans son verre. Il n'en va pas de même pour les bouteilles, comme vous le voyez. Je passe rapidement là-dessus, mais donc les objectifs. Est-ce que c'est simplement une quantité d'alcool? Autrement dit, on va réduire sa consommation, réduire pour réduire, ou bien réduire pour sa qualité de vie. Amandine Lukiens, qui a beaucoup travaillé sur la qualité de vie des patients et qui est d'ailleurs ici aussi à ce forum, a introduit par exemple un questionnaire qui permet de travailler avec le patient sur l'évolution de sa qualité de vie en fonction de sa consommation, et ça me paraît un objectif pragmatique. La qualité de vie perçue par qui? Je viens de vous le dire. Je pense que le patient a un rôle important dans cette qualité de vie. On dit souvent le patient est au centre. J'ai l'habitude de répondre non, c'est la situation du patient qui est au centre. Je rappelle que dans les problèmes d'alcool, le patient ne vit pas ce problème tout seul, il est entouré, et je pense que c'est important aussi de faire intervenir parfois, quand ils le veulent, quand le patient le veut bien, les proches, l'entourage, la situation. Avec quels objectifs? Les seuils OMS, c'est-à-dire 21 verres par semaine, ou 14 pour les femmes, 1 à 2 jours sans consommation par semaine, et pas de consommation dans les situations à risque, ainsi que pas plus que 4 verres par jour. C'est ça l'objectif de consommation contrôlée. Ou bien est-ce que ça doit être les nouveaux seuils du Conseil supérieur de la santé en Belgique qui sont sortis très récemment cette année, 10 unités par semaine. Ça se discute avec le patient, mais je pense que c'est important de voir avec le patient un cadre. Dans quel cadre est-ce qu'il peut inscrire sa réduction de consommation, sa réduction des risques? Et là aussi, c'est notre compétence professionnelle de pouvoir expliquer, de pouvoir montrer. Et j'ai l'habitude, moi, de faire des graphes pour leur dire, voilà, quand on consomme 10 unités par jour, par exemple, le risque de décès par mort violente est extrêmement important. Si on passe à 5 unités par jour, on a diminué ce risque de plus de la moitié. On va gagner un petit peu chaque fois en passant à 0, mais le gros est fait en passant de 10 à 5. C'est des choses qui marquent les gens, ils comprennent que finalement réduire, c'est déjà important. Et c'est très déculpabilisant aussi, parce que quand on a comme objectif que l'abstinence, eh bien, beaucoup de patients se sentent nuls, pour reprendre leurs mots. La consommation contrôlée, pour qui? Alors là, je rappelle quand même les différentes catégories d'usage d'alcool, ce qui va de l'usage à faible risque, puisqu'il n'y a pas d'usage sans risque,
à l'usage à risque, l'usage nocif, et bien sûr, ici, on va parler de patients dépendants. C'est important d'avoir en tête aussi les critères de l'OMS pour les risques chroniques liés à la consommation habituelle. Vous voyez que le risque est élevé pour un homme quand il consomme plus que 6 unités, c'est-à-dire plus de 60 grammes par jour, et pour une femme, plus de 40 grammes par jour. Ce sont des choses qu'on va utiliser, évidemment, dans le suivi des patients. Je vais vous en parler tout de suite. Enfin, je crois qu'il est important de parler avec le patient du risque de la substance qu'il utilise, et beaucoup découvrent qu'en fait l'alcool est la drogue dure la plus dure. Éditorial du BMJ, donc une des 5 plus grandes revues de médecine, ça date de 2018. L'éditorial dit ça doit être reconnu comme une drogue. Et je pense que ça aussi, ça rentre dans le cadre et le contexte de la discussion avec le patient. Alors dans la pratique, comment est-ce qu'on choisit ou comment est-ce qu'on aide le patient à faire son choix? Je pense qu'il faut une évaluation, de l'alcool. Une évaluation addictologique, c'est-à-dire, grosso modo, mais quelles sont les quantités que le patient consomme et quels sont les jours de forte consommation? Est-ce que c'est tous les jours? Est-ce que c'est de temps en temps? Est-ce que c'est régulier? Est-ce que c'est irrégulier? Tout ça doit faire partie de l'évaluation addictologique. Il faut aussi une évaluation somatique et biologique. Dans l'évaluation somatique, on vient d'en parler, il y a aussi la recherche de troubles neurocognitifs qui sont, à mon sens, pas assez souvent réalisés. D'où l'intérêt d'avoir une neuropsychologue dans l'équipe, parce que quand on fait un test de dépistage, qu'on appelle par exemple le MOCA-test, c'est important, si on a un test de dépistage positif, de pouvoir aller plus loin. Un patient qui a des troubles neurocognitifs sévères va avoir un problème tout aussi sévère pour gérer une consommation dite contrôlée. Mais aussi des problèmes, par exemple, somatiques, tels qu'une maladie alcoolique du foie, une fibrose avancée, c'est la certitude qu'on va arriver à la cirrhose si on continue à consommer de l'alcool. Est-ce que c'est raisonnable, du coup, comme objectif? Je ne vous parle même pas de la présence d'une cirrhose. Et il y a 200 maladies qui sont liées à la consommation d'alcool, donc je pense que c'est important de faire ce bilan complet. Une évaluation psychiatrique, parce qu'un patient qui est un patient bipolaire décompensé et qui veut une consommation contrôlée, est-ce que c'est une bonne idée? Donc, quand j'ai des questionnements par rapport à une évaluation psychiatrique, eh bien, je suis ravi de pouvoir compter sur mon ami Philippe et lui demander ce qu'il en pense et de savoir s'il y a un diagnostic psychiatrique. Je vais terminer. Oui. Alors, il y a aussi une évaluation sociale et judiciaire, parce que ces situations influencent fortement la décision. Néanmoins, il est recommandé, et on trouve ça par exemple dans les guidelines internationaux, de suivre la demande du patient. Parce que c'est plus efficace, ça a été montré, il y a des études qui ont montré que finalement on arrivait à des résultats à peu près similaires pour les patients qui avaient choisi l'abstinence au bout d'un an ou ceux qui avaient choisi la consommation contrôlée. Une grande partie d'entre eux, finalement, y arrivaient, ou on va dire en tout cas le pourcentage de ceux qui y arrivaient est à peu près similaire. Bien sûr, il faut être dans le soin, il faut suivre le patient régulièrement, je vais en parler tout de suite. Il faut viser un changement de sa consommation, il ne suffit pas de dire je vous accompagne et ne pas avoir d'objectif précis. Il faut être prudent parce qu'on a parlé des patients en zone grise. C'est quoi les patients en zone grise? Eh bien, c'est tous ceux qui, quand vous les croisez dans la rue, vous ne voyez absolument pas qu'ils sont dépendants. C'est facile de s'occuper de patients, enfin c'est facile de faire le diagnostic d'un patient dépendant alors qu'il a une addiction extrêmement sévère avec des grosses complications. La difficulté dans notre métier à nous, généralistes, c'est justement de faire la différence dans le fog londonien où tous les chats sont gris et de se dire, tiens, finalement, qui est dépendant? Il y a des gens dépendants qui travaillent, qui ont une famille, qui n'ont pas d'autres gros problèmes. Ils sont pourtant déjà dépendants et il faut pouvoir prévenir les choses avant que de devoir avoir, par exemple, besoin de l'hospitalisation. Je vous montre que, voilà, vous voyez que ce n'est pas récent, c'est les plus grands guidelines, ce sont les guidelines NICE qui sont britanniques. En 2011, déjà, ils disent, oui, il faut faire une consommation contrôlée chez certains patients. Je n'ai pas dit chez tout le monde, bien évidemment. Tout ce que je vous ai dit en termes de bilan sont des recommandations de grade A, c'est-à-dire que c'est basé sur des niveaux d'épreuves les plus élevés. Donc ce n'est pas simplement des avis d'experts, la littérature a prouvé ce que je suis en train de vous dire. Alors comment? Je dirais juste une chose, il faut bien utiliser un calendrier de consommation, donc les gens vont noter leur consommation au jour le jour.
Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ils le font. Ils le font tous et ils le font bien. Donc c'est important pour voir justement est-ce qu'il y a une diminution de la quantité, est-ce qu'il y a une diminution du nombre de jours de forte consommation. Il faut pouvoir s'adapter. Je donne un cadre, je dis écoutez, si dans 6 mois on se rend compte que cet objectif n'arrive pas à être atteint, mais 6 mois ça peut être 6 mois plus ou moins 6 mois, j'ai envie de dire, si après-demain il me dit mais non finalement c'est trop dur pour moi, je fais que penser à l'alcool, j'ai envie de devenir abstinent, on peut changer demain. Si au bout de 6 mois, il me dit non, j'ai encore envie de continuer à essayer, on peut encore se donner 6 mois. Mais je me suis donné à peu près 6 mois pour évaluer avec le patient et se dire on s'adapte. On voit un petit peu. On essaie d'arriver aux objectifs de l'OMS, mais si on n'y arrive pas, on va s'adapter également. C'est un travail en équipe. Là où ça coince, là où ça peut parfois poser des difficultés, sont par exemple des difficultés d'ordre psychologique. Donc le suivi psychothérapeutique va être fondamental. Le travail en binôme va être d'une importance capitale. Par qui? J'aime bien cette image qui avait été prise lors du certificat d'alcoolologie, on parlait de réseau alcool. Par qui? L'important pour le patient, c'est souvent un embarquement immédiat, c'est-à-dire on a beaucoup de coups de fil au cabinet de gens qui veulent être pris en soins. Une des difficultés des institutions, c'est d'être pris en soins parfois à plusieurs semaines, voire pire. Et donc c'est important de pouvoir prendre en charge rapidement et peu importe finalement la gate où l'avion atterrit, pour autant qu'on arrive dans l'aéroport, c'est-à-dire on va être pris en soins. Et je pense là qu'effectivement le médecin généraliste, pour les patients qui auraient une demande de consommation contrôlée, est tout à fait bien situé pour pouvoir le faire. Je vous remercie.